Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire une évasion de logiciels et comme les antivirus et les machines virtuelles à partir d'un chiffrement et d'un déchiffrement de la charge utile via l'algorithme de chiffrement Madriga. Tout ça en C. Bonjour passionnés de cybersécurité de Hacker Blanc. Donc cet article c'est le résultat de propres recherches de Cocomelon ainsi que de plusieurs personnes à partir du cryptage de la charge utile avec une fonction qui est un algorithme de Madriga. Alors, qu'est-ce que c'est l'algorithme de chiffrement Madriga? Donc, c'est un algorithme qui a été inventé en 1984 par W.E. Madriga, qui a été introduit l'algorithme Madriga sous la forme de chiffrement par bloc. Donc, c'est l'un des premiers chiffrements par bloc. Il a été créé dans le but d'être simple et efficace à implémenter dans le logiciel. L'une de ses caractéristiques distinctives était l'utilisation de rotation dépendant des données. Ce qui signifie que le nombre de rotations exécutées pendant le processus de chiffrement est basé sur les données chiffrées. Donc en fait, on pouvait réappliquer grâce à des rotations certaines transformations sur les données qu'on devait chiffrer. Donc ça permettait d'avoir un chiffrement beaucoup plus robuste. Cette approche avait été suivie par les chiffrements ultérieurs comme le RC5 et le RC6. Bien que l'algorithme Madriga a été considéré comme révolutionnaire au moment de sa conception, il s'est avéré par la suite qu'il présentait de graves défauts. Ces failles rendaient le chiffrement plus vulnérable aux attaques, par conséquent il n'est plus considéré comme un système de chiffrement sûr. Oui, il a été cassé plusieurs fois, nous en 1995 en fait. Mais malgré ses défauts, l'algorithme Madriga a joué une contribution significative au développement de chiffrement et en tant que l'un des premiers chiffrements à inclure des rotations dépendantes des données. Ces défauts ont également souligné l'importance d'une étude et d'une test approfondie pour la création du système de chiffrement plus puissant, en fait plus sécurisé on va dire. Oui, en fait, vu qu'on s'est aperçu qu'il y avait des faiblesses cryptographiques dedans, on s'est dit est-ce que ceux qui ont été conçus après, il fallait mieux les évaluer et faire avancer la recherche au niveau de faire un chiffrement beaucoup plus robuste et fiable contre les cryptanalystes. Hein. Alors, l'algorithme Madriga, c'est quoi? Donc, l'algorithme de chiffrement Madriga est un algorithme de chiffrement à clé symétrique. Donc, c'est comme le DES. On va utiliser aussi bien la même clé pour chiffrer que pour déchiffrer les données. Il utilise le réseau Festel et un schedule clé pour chiffrer les textes en clair. En fait, un schedule clé, c'est en fait, il va produire plusieurs sous-clés de chiffrement à partir de la clé principale. Et alors, le réseau Festel, il y a des permutations, etc. C'est aussi mis dans pas mal d'algorithmes à clé symétrique, hein, comme le DES. Voici un aperçu avec une étape de l'algorithme de chiffrement Madriga avec un delta qui possède une constante. Donc là, c'est une constante qui est 9E377989. Alors c'est un problème, hein, cette constante-là, vu que ça s'appelle une constante, ça change pas. Elle peut être détectée par les moteurs d'antivirus ou les logiciels qui détectent les menaces. Par contre, rien ne l'oblige d'en générer une aléatoirement pour faire le chiffrement et le déchiffrement. Alors, faites attention, gardez le même delta hein, si vous voulez chiffrer et déchiffrer les mêmes données. On a une entrée texte brut, P, une clé qui s'appelle K et un nombre de tours qui s'appelle N. Donc, on va diviser en deux le texte brut, donc un qu'on va appeler L, un qu'on va appeler R. Il faut générer N sous-clés de K0 à Kn1 à l'aide d'un scheduled clé en fait. Et chaque sous-clé KI est généré en faisant un zorant K avec le delta constant élevé à la puissance I mode K. En fait, on va incrémenter le I et à la puissance mode K et on va à chaque fois créer des nouvelles sous-clés là, comme c'est marqué là, en faisant K moins 1 I de l'ancien I ZOR delta sur lui-même sur la puissance I mode K. Alors pour chaque tour, donc là c'est les rounds, on va calculer la fonction round qui permet de faire le vrai chiffrement. Donc là, on voit qu'il y a des décalages à gauche par 7. On va le zorer avec la clé. Plus, on va rajouter un autre chiffrement en décalant de 5 les bits par la droite. Ils font la même chose par L et après on fait une mise à jour de L et R. Donc comme on dit, on va concaténer. Donc R sera L, ZOR. F, R, K. Donc le résultat chiffré, c'est la concaténation. Donc on rajoute de bout en bout L et R, qui sera le résultat qui sera chiffré. Alors, ça va ressembler à ça.
sera pas forcément la même chose qu'on a dit ici, ça sera une version Madrigal qui sera simplifiée. Donc là, on voit une clé qui avait été générée. Là, on envoie les clés. On a le texte, hein, comme on a dit, hein, qui est divisé en deux avec une somme. On a le delta qui est ici. Alors, on va entrer dans la rune, la fonction de rotation, donc clipbook. Alors, normalement, elle est définie par la longueur, mais ici, on l'a définie par une constante simple avec en 16 tours. On rajoute à chaque fois dans somme le delta, et là, on fait les chiffrements des deux parties du texte, donc côté gauche, côté droite, avec les décalages, avec les différentes parties des clés qui a été divisées par 4 dans ce cas précis-là, par rapport à la somme, et etc. Et à la fin, là, on rajoute les valeurs dans le tableau et ça sera concaténé pour obtenir le texte chiffré. Alors, la fonction Madrigal encrypt utilise une variante légèrement différente de l'algorithme de cryptage Madrigal par rapport à celui que j'ai décrit précédemment. La structure de base de l'algorithme est la même, mais il existe quelques différences dans la manière dont la planification des clés est générée, dans la manière dont la fonction d'arrondi est calculée, et voici les principales différences. Alors oui, ça a été simplifié parce que sinon l'algorithme est est assez complexe, mais bon, ça fonctionne aussi, hein, c'est une fonction de faire. La technique qu'il utilise, elle est beaucoup moins robuste que celle que l'original. Alors, le schedulet clé, donc là, les générations des sous-clés. Alors, la fonction Madrigal encrypt, donc le chiffrement, utilise une clé fixe composée de 4 valeurs en 32 bits, alors que la décryption précédente utilisait une clé de longueur variable. Oui, sur l'algorithme Madrigal, on débrouille pour mettre des longueurs de clé variables, donc là, elle est fixe. Ça, c'est quelque chose d'intéressant par rapport à d'autres algorithmes. Là, on peut mettre on n'a pas de limite de longueur de clé. Hein. La Madrigal encrypt, la fonction n'utilise pas les data constants de planificateur de clés. Au lieu de cela, les 4 valeurs en 32 bits de la clé sont directement utilisées comme des sous-clés pour chaque cycle. Oui, là, on n'a pas planifié les clés. On a mis juste les clés fixes et puis on les utilise. Ça permet de faire moins de calculs. Par contre, c'est beaucoup moins robuste. Alors, la fonction de rotation, le round. Donc, Madrigal encrypt fonction utilise une fonction de round différente que celle que j'ai décrite précédemment. Plus précisément, la Madrigal encrypt, la fonction round, est basée sur l'addition XOR et les opérations. Donc, les opérations XOR et les additions. Alors que la décryption précédente utilisait des rotations et des décalages au niveau des bits. Ouais, on n'a pas de rotation, mais on a quand même des décalages, donc on voit. Le Madrigal encrypt fonction, donc la fonction de rotation utilise une formule différente pour chaque moitié de texte. La moitié du texte, donc V0, est mise à jour en fonction de la moitié de V1 et la V1 et moitié est mise à jour en fonction de la V0. Donc il y a une espèce de swap, on intervertit les valeurs, etc. Elles sont correspondantes. Malgré ces différences, Madrigal encrypt et la fonction peut toujours être classée comme une variante de l'algorithme Madrigal. Et le code source complet, donc on va le voir ici, donc on va le voir en réel. Donc il est là, on a les appels de librairie. Alors là, nombre de rotations, il y en a 16, hein, on sait que dans l'algorithme original, c'est précalculé. Le int, là, vu qu'on doit force le type en 32 bits, hein, vu qu'on est en 64 bits, en tout cas chez moi, des fois il faut mieux forcer le type. On a notre clé là, on voit qu'elle est variable là, donc on a 4 clés de 32 bits. On voit que c'est la fonction keyShift qui prend une clé, un argument ainsi que le texte. Et là on a tous les calculs, on a la division du texte en deux, on a notre constante, on a notre boucle for qui va faire la rotation, on a le sum delta, donc avec notre constante qui va permettre de chiffrer dedans et qu'à chaque boucle s'ajoute. Là on voit qu'il y a un chiffrement qui se fait avec des OR et des additions et quelques petits décalages. À la fin, on stocke le résultat dans un tableau et tout ça, ça va être concaténé, etc. On a l'opération inverse hein, qui fait pour le déchiffrement. Hein. Donc pour le déchiffrement, l'opération inverse, on fait toujours une boucle, toujours le même delta. Sauf que là, on va pas soustraire, mais on va pas additionner, mais on va soustraire. Et là, pareil, au niveau des textes à déchiffrer, ça sera aussi inversé, etc. Donc on inverse les choses. Donc là, il y aura toujours le problème hein, de Pidgin. Hein, donc si la clé si on tombe pas pile poil hein, au niveau du shellcode, il faudra remplacer avec un Pidgin. Hein. Donc ici, on a mis un Pidgin sur 8 octets. Et on rajoute avec du NOP hein, si les octets sont manquants. Alors ça, le Pidgin, on fait aussi bien dans le déchiffrement que dans le chiffrement. Là, on a notre charge utile non chiffrée qui va être chiffrée. Donc là, on met les paddings, on affiche le shellcode original, on le chiffre ici, on affiche le résultat du shellcode qui est chiffré, on déchiffre, on affiche le résultat du shellcode qui est déchiffré.
Alors, une fois qu'il est déchiffré, le shellcode, on va allouer de la mémoire avec virtualalloc. Cette mémoire elle sera en commit, en exécutable, en lecture, en écriture, et on va mettre le shellcode dans cette mémoire avec RTL Move Memory. Et une fois que ceci est fait, on va l'exécuter avec enum desktop A et get process, Windows station, etc. Et une fois que tout ça est exécuté et tout fonctionne, on retourne 0 pour dire que le programme s'est bien exécuté. Alors comme il dit, vous pouvez voir, j'ai ajouté des messages pour voir que tout fonctionne bien. On va faire la démo, donc il faudra compiler le code, c'est ce qu'on va faire. Une fois compilé, il faudra l'exécuter dans PowerShell, voir avec sysinternal si on trouve Meo, calculer l'entropie et aller dans le moteur antivirus. Donc on va faire toutes ces choses-là. Donc là, on a le code source, comme d'habitude, on ouvre un terminal où il y a le code source. On va le cross-compiler. On regarde si on a Madriga.x qui est là, donc c'est parfait. On a Madriga.x qui est ici. On va dans Windows, on ouvre un PowerShell, on exécute Madriga.x. On regarde ça fonctionne, donc là on voit que Jack Meo ça fonctionne. Là on voit le shellcode original, donc là c'est bien le shellcode original. On voit que là il est bien chiffré, c'est pas les mêmes caractères, et on voit que là, le déchiffrement nous déchiffre exactement la même charge utile. Et là on voit que ça a été exécuté, donc ça fonctionne. Maintenant, est-ce que c'est bien le Madriga X avec le bon Meo? Ça on peut vérifier. Donc avec sysinternal, on va regarder Madriga.x, on double-clique dessus, on va dans String, et on va cliquer sur Send, et on va rechercher Meo. On fait suivant, là on voit qu'il l'a trouvé, donc c'est bon. Alors maintenant qu'on a fait ceci, on va l'analyser grâce à Virus Total. Donc on ouvre un navigateur, on va sur Virus Total, on choisit le fichier, donc nous c'est madriga.x, on confirme le téléversement, et une fois que c'est analysé, on voit que en fait c'est pas très efficace, on voit qu'il y a beaucoup d'antivirus qui ont détecté la charge utile. C'est quelque chose d'assez connu, le chiffrement, et en plus, comme j'ai dit, j'ai mis, on n'a pas chiffré directement, il y a une partie de la charge utile qui est mise en clair dans le programme. Il nous reste plus qu'à faire l'entropie. Alors, pour entropie, vous pouvez récupérer le fichier Python, soit sur le GitHub, ou soit vous regardez la vidéo sur l'entreprise Shannon, elle est très sympa. Et en plus, il y a un petit bonus de temps qui vous explique comment baisser l'entropie d'un programme. Donc on fait Python 3, entropie .py-f, et on met le nom Madriga.x. Alors on peut mettre attends. Et là, on voit qu'il y a une entropie assez élevée, mais bon, ça va pas forcément attirer de l'œil sur l'antivirus. Donc ça on l'a fait, donc on peut constater, nous on a eu un peu plus de détection, c'est normal, cette technique est connue. Alors j'espère que cet article fera connaître les équipes bleues, les techniques de chiffrement intéressantes, et ajoutera une arme à l'arsenal aux équipes rouges, et même aux étudiants, aux personnes qui s'intéressent de loin ou de près à la cybersécurité, aux responsables RSSI, etc. Alors j'espère que vous avez appris plein de choses intéressantes. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me faire un retour. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.